Bonjour à tous et bienvenue à cette intervention qui va conclure ce forum pour les jeunes universitaires de l'AIDC. Si vous voulez suivre la traduction en français, vous pouvez y arriver par le bouton marqué interprétation en bas de l'écran Zoom. Comme il est habituel en Australie, au début de toutes les manifestations publiques, je voudrais saluer les propriétaires et gardiens de terres où nous sommes, à savoir les Wurundjeri, et je salue leurs anciens passés et présents. Et ce salut porte à toutes les personnes aborigènes présentes. Comme cette intervention va marquer la conclusion de notre forum, je voudrais remercier certaines personnes qui nous ont aidés au cours des 5 dernières journées. Tout d'abord, je voudrais remercier les jeunes universitaires qui nous ont rejoints pendant ces 5 journées. C'était vraiment extraordinaire, un grand privilège de travailler, de connaître vos travaux. Et c'est très rassurant de savoir que l'avenir de ce sujet est entre de bonnes mains. Merci également à nos universitaires qui ont proposé leur temps et leurs efforts pour donner des retours intéressants à ces jeunes universitaires. Enfin, je voudrais remercier toutes les personnes qui travaillent en coulisses pour que tout se passe bien, notamment Fina Wang et ses collègues de l'Université de Singapour qui nous a permis d'établir ce programme et en arrangeant toutes les dispositions techniques, également de la faculté de droit qui nous a permis d'avoir des traductrices. Je voudrais maintenant vous présenter Adrienne Stone qui va présenter la conclusion. Elle est présidente de l'AIDC et elle a reçu de nombreuses récompenses. C'est un professeur émérite et c'est son sujet à l'Université de Melbourne. Adrienne, elle se spécialise dans de nombreux domaines du droit constitutionnel, notamment la liberté d'expression. Et ce soir, elle va nous parler des libertés universitaires. Son ouvrage est sur ce sujet, ce qui s'appelle Open Mind, Academic Freedom et la Freedom of Speech. Merci à Adrienne, merci de partager vos réflexions sur ce sujet. Merci Scott de cette introduction si élogieuse. Je voudrais également ajouter ma voix à tous les remerciements. Et je voudrais remercier, donc je voudrais commencer que c'est un vrai plaisir de vous parler aujourd'hui. J'ai vraiment adoré cet événement qui s'est déroulé d'une façon aussi convaincante au cours des dernières journées. Au début, c'était juste un début d'idée avec Jacqueline et Scott il y a quelques années. Et je suis vraiment ravie de voir à quel point ça s'est développé d'une telle façon si intéressante. Alors, maintenant, le sujet que je voulais aborder avec vous, à savoir la liberté académique et la démocratie. Au cours des dernières journées, nous nous sommes réunis, nous universitaires, pour collaborer. Nous nous sommes écoutés les uns les autres, nous nous sommes critiqués, nous nous sommes entraînés. Par ce processus, par ces débats, nous avons tous appris quelque chose. Et je suis sûre qu'en partant, nous aurons compris quelque chose qu'on n'avait pas compris jusque-là et appris quelque chose qu'on n'avait pas appris jusque-là. En fait, nous avons là réalisé ce que j'appelle des recherches universitaires. Je voudrais vous parler de la valeur de ce sujet et la nécessité d'en protéger la liberté et le lien entre la démocratie et cette liberté. Mon argument, c'est que la liberté universitaire est essentielle d'une université et qu'elle aide grandement à la démocratie. Ceci veut dire que cette liberté et que les universités elles-mêmes exigent un engagement envers la démocratie au sens plein. Les universités
prospèrent dans des sociétés vraiment engagées dans ce domaine universitaire et elles sont prêtes à supporter l'inconfort que cette remise en cause peut venir des intellectuels indépendants. C'est pour ça que la liberté universitaire a un aspect constitutionnel. Et en tant qu'universitaire, je dis que nous sommes engagés non seulement envers nos disciplines, mais également envers la démocratie. Alors, parlons un peu plus de ces libertés universitaires. Pour le public qui m'écoute, cette liberté n'a pas besoin de se justifier. C'est la liberté de faire ce que nous voulons faire de notre profession. Mais c'est bien plus que ça. Il faut y réfléchir un peu plus. Et pour défendre cette liberté, il faut revenir à une idée plus fondamentale, l'idée même de l'université. Le mot université vient du latin. C'est une société, une personne morale, un groupe, c'est-à-dire une communauté de chercheurs qui participent à un effort intellectuel commun. Mais au-delà, il y a des conceptions multiples et concurrentes. Certains penseurs ont valorisé la recherche de la connaissance. Par exemple, John Henry Newman l'a dit, il dit que la recherche de la connaissance suffit à elle-même. Et il y a également, il y a certains, ce que nous rejoignons, c'est la marchandisation de la recherche universitaire. Et il y a un certain nombre de sujets. Par exemple, si on voulait décrire ce que les étudiants et les professeurs arrivaient à obtenir en tant que produit, là, on parlera des bons gestionnaires du secteur privé. Ils devraient pouvoir être des universités, qu'ils comprennent ou non de l'esprit, de la vie intellectuelle ou non. Donc, et il ne servira à gouverner. Mais si je comprends cette préoccupation pour la recherche et l'étude intellectuelle, mais je pense que ceci sous-estime le travail universitaire. Les universités donnent des avantages à la société et notamment les universités financées par l'État. Et la réponse à cette inquiétude en matière de marchandisation, c'est de parler des avantages qu'elle amène. Par exemple, dans les disciplines mathématiques et technologiques, ce sont les plus tangibles. La recherche dans ces domaines, elle crée des biens matériels que les hommes peuvent utiliser, qui permettent de contrôler notre environnement. Mais les sciences sociales sont également très pratiques. Elles nous permettent de comprendre notre forme de gouvernement, notre économie, les structures sociales et d'autres aspects de notre société. Mais même les disciplines qui n'ont aucun avantage pratique et matériel sont très importantes. Certaines disciplines, par exemple les sciences, les humanités et certains aspects d'autres disciplines, nous aident à comprendre les conséquences du progrès scientifique et à interroger des idées comme la justice, l'égalité, la moralité. Ces disciplines peuvent nous aider, certains nous permettent de faire avancer la société, d'autres simplement de la comprendre. Et il y a un certain nombre d'arguments. Donc, la liberté académique est une revendication et certaines personnes qui participent ont certains droits et certains privilèges. Ceux-ci ne sont pas accordés à tous les employés de l'université ou à d'autres formes de professionnalisation. Et ces libertés comprennent la liberté universitaire avec la recherche, la publication et l'enseignement. J'ai évité le langage des droits qui tente à indiquer que la liberté universitaire dessert les intérêts de l'individu et elle pose une certaine
une série de questions qui nous distraient. Qui détient ce droit? Est-ce que ce sont les universitaires, les étudiants, les bibliothécaires, les techniciens et ceux qui ont simplement un titre honorifique? Ils risquent également d'être confondus avec la liberté d'expression, qui est un droit et pour moi un principe tout à fait distinct. Donc, comme je vois la liberté académique telle que je la vois, il faut faire en sorte qu'elle doit remplir sa fonction qui est de faire progresser le savoir et par conséquent l'activité d'enseignement et de recherche. Je vais maintenant passer au premier argument dans cette quête du savoir, à savoir que la liberté universitaire repose sur la proposition selon laquelle elle est propice à la production et à la diffusion du savoir. Le progrès universitaire est plus probable lorsque la recherche n'est guidée que par l'esprit et la curiosité de l'universitaire. Elle repose sur l'idée selon laquelle les connaissances progressent si elles sont systématiquement étudiées et mises à l'épreuve pour les idées anciennes et même nouvelles. La défense de la liberté universitaire, et ça, par exemple, il y a l'argument de John Stuart Mill qui dit que la liberté d'expression favorise la recherche de la vérité. Et il faut que toutes les idées doivent être soumises à la contradiction et à la possibilité de réfutation. Et au fil du temps, l'exposition à cette contradiction, donc les positions orthodoxes sont révisées et apportent toujours plus d'assurance qu'on arrive à la vérité. Cette idée de Mill peut sembler un peu risquée. Son idée que la vérité émerge de cette contradiction et de cette réévaluation a été critiquée parce qu'elle est insensible aux dégâts posés par le discours. Elle est aussi trop optimiste et même naïve par rapport au discours public s'il n'est pas réglementé. Pour en dire un peu plus là-dessus, le marché des idées a au moins deux défauts. Premièrement, l'inégalité entre les intervenants dans leur accès aux moyens de communication qui favorise les puissants et les riches. Mais même en mettant ça de côté, il n'y a aucune raison de penser que la vérité émergera nécessairement par rapport au mensonge, à la manipulation ou à la tromperie. Cette critique est amplifiée, comme on le sait, par l'économie numérique, où des quantités écrasantes d'informations sont de plus en plus présentées au public et sa capacité du public à en déterminer la véracité est fortement dégradée par l'anonymat des communications et l'effondrement des passerelles comme les médias traditionnels. Mais ces arguments sont très forts lorsque la justification de la vérité sert à encourager la liberté d'expression générale. Mais ces arguments cèdent lorsqu'il s'agit de liberté universitaire. Donc, John Mill n'a peut-être pas il a en fait mis au point un argument pour la liberté universitaire et de la recherche universitaire. Pour comprendre cette liberté universitaire, c'est qu'elle la poursuit de façon différente. Elle est poursuivie par des disciplines universitaires qui sont caractérisées par des normes qui visent à garantir l'expertise et l'indépendance de ces travaux. La maîtrise de ces méthodes fait partie de la formation que les universités dispensent. Et il s'agit d'une expertise qui est développée par les universitaires dans leur méthode. Cette méthode dite scientifique est peut-être la plus connue, mais toutes les disciplines ont des méthodes qui leur sont propres et par laquelle elles soumettent les affirmations à la contradiction et la réfutation. Et les normes de chaque discipline insistent sur les preuves et les justifications et soumettent les idées à des tests capables de les invalider. Elles exigent ainsi un jugement indépendant. Ainsi, ces méthodes universitaires et les normes de discipline peuvent être contestées.
Mais la liberté universitaire exige que cette discipline soit autonome. La bonne science, la bonne philosophie, la bonne histoire n'est pas du ressort des administrateurs des universités ou des hommes politiques, mais des scientifiques et des historiens et des philosophes. Ces contraintes ont deux conséquences sur la liberté universitaire et la liberté d'expression. Les universités ne peuvent pas prétendre au monopole de la recherche ou de la vérité. L'adoption de méthodes rend la recherche universitaire unique en son genre. Elle donne aux universitaires une expertise. Par exemple, les journalistes s'attachent à l'indépendance, à la recherche de la vérité, mais n'ont pas forcément le savoir-faire en matière de recherche ou la mission des universitaires. Donc, les groupes de réflexion, les organismes, quant à eux, peuvent avoir pour objectif de faire progresser les connaissances dans certains domaines, mais ils n'ont pas, et souvent, ils n'ont pas l'indépendance de l'universitaire, et c'est une combinaison qui est donc essentielle. Le déploiement des méthodes et des normes de chaque discipline donne une forme de réponse aux sceptiques par rapport à l'argument de Mill. La recherche universitaire est étudiée à la lumière de ces méthodes. On doit voir que les arguments contre le point de vue de Mill, son insensibilité aux préjudices et son optimisme sur la recherche de la vérité sont les discours qui font du tort, la diffamation par exemple, ne peuvent plus se justifier dans le cadre de l'entreprise universitaire. Et le discours universitaire ne ressemble pas au marché des idées modernes qui est indiscipliné et surgent. Et les contraintes des disciplines par rapport aux méthodes sont prévues pour traiter les problèmes qui entravent ce discours public. Ces caractéristiques indiquent qu'il y a une pathologie par rapport à ce au marché des idées. Donc c'est là, ici, le cœur de l'argument en faveur de la liberté universitaire tel que je le conçois. Mais je veux également mentionner quelque chose de très important ce soir. C'est que les universités ont un rôle extrêmement important dans les gouvernements démocratiques. Cet argument, parfois, peut être présenté de deux manières. La première, qui est certainement la plus courante, s'appuie sur le pouvoir de l'éducation universitaire. Elle consiste à dire qu'une éducation universitaire crée des citoyens actifs et engagés. Alors, oui, cette idée, elle est un peu logique. Une formation universitaire devrait permettre à ces étudiants d'acquérir des connaissances sur le monde et des compétences intellectuelles qui leur permettent d'être des citoyens actifs et efficaces. Mais, cependant, cette affirmation n'offre qu'un soutien partiel à la liberté universitaire. Puisque, après tout, il y a des citoyens qui ne vont pas à l'université et on ne peut pas affirmer qu'une formation universitaire est nécessaire et suffisante même pour être un bon citoyen. Donc, en réalité, les universités soutiennent le gouvernement de manière beaucoup plus puissante en fournissant de l'expertise et de l'information. Donc, une partie très critique du gouvernement, c'est dans la participation des citoyens informés, notamment lorsqu'ils élisent les gouvernements et lorsqu'on leur demande d'être responsables. À tout moment, il y a plusieurs problèmes publics, de questions publiques. Donc, par exemple, la moralité du fait de mourir de manière assistée, la désirabilité d'enlever les téléphones portables des écoles, ça ne peut être compris qu'avec de la recherche indépendante qui est produite par les universités. Donc tout ce qui a été mentionné, cela fait que cet aspect du rôle de l'université est d'autant plus important. En effet, avec la polarisation politique, avec des forces politiques opposées, eh bien cela présente de plus en plus des versions concurrentes et donc la confiance dans une recherche universitaire indépendante et disciplinée peut être l'un des rares moyens afin de faire avancer les arguments politiques.
Et ces attaques actives et les recherches universitaires ne peuvent être comprises que comme une tactique politique de la part de ceux qui ne souhaitent pas que ces débats progressent. Donc, à cet égard, l'argument en faveur de la liberté universitaire ressemble à un autre argument courant pour la liberté d'expression, le fait qu'elle garantit que les citoyens sont capables de s'engager dans l'autonomie démocratique. Mais une fois qu'elle est déployée en faveur de la liberté académique, l'argument de la démocratie est plus étroit puisqu'il se concentre sur, la démocratie, de la recherche et de l'enseignement systématique et discipliné. Et donc de nombreuses institutions contribuent à la démocratie de nombreuses manières, mais seules les universités peuvent entreprendre des recherches et des enseignements qui sont fondés sur une discipline avec le degré requis de fiabilité, d'indépendance, ce qui donc justifie la protection de la recherche universitaire. Donc à présent, je vais regarder l'autre aspect. Donc j'ai présenté cet argument. Donc le fait de ce que les universités apportent à la démocratie. D'abord parce que pour moi, je pense que c'est important d'y réfléchir en tant qu'universitaire, mais aussi parce que cela révèle certaines des vulnérabilités des universités et des universitaires. Les universités, de par leur conception, sont des institutions qui sont susceptibles de constituer un défi pour les autorités. Et donc, dans leur raison d'être, elles peuvent remettre en question le statu quo intellectuel et bien sûr le statu quo politique-social. Elles permettent aux citoyens d'exercer un choix démocratique et de demander des comptes à ces gouvernements, donc et de les tenir pour responsables d'être compétents de manière démocratique. Et donc, il ne faut pas s'étonner que les universitaires, de manière individuelle, et les universités collectivement, soient menacés parfois en même temps que les menaces contemporaines qui pèsent sur la démocratie. Donc, lorsqu'on parle par exemple du fait que des fois il y a des menaces pour la liberté universitaire, par exemple en Hongrie, on peut voir également des attaques sur les universitaires, même dans notre propre domaine en Inde, par exemple avec le cas troublant de Pratap Mehta, ou au Brésil où nous avons notre collègue Conrado Huber Mendes qui a été attaqué, également en Pologne où notre collègue Wojciech Stadurski a fait l'objet d'un litige motivé par l'idéologie. Mais lorsqu'il y a donc des menaces contre la liberté universitaire, elles existent même lorsque les menaces pour la démocratie, elles, sont plus faibles. Même dans des endroits où des fois nous avons des démocraties qui sont plutôt saines. La montée de la droite populiste est un ennemi naturel pour les universités, où je pourrais dire qu'au moins il y a cette montée de cet aspect. Donc, par exemple, le populisme, c'est une idéologie qui identifie un vrai peuple et qui exclut les autres, notamment les élites. Alors les universités deviennent naturellement comprises comme étant l'autre. Donc cet élément, même dans des démocraties très saines, existe. Et donc les démocraties, les universités, pardon, sont maintenant la maison des élites dégénérées, ce qui donc sape la croyance en l'expertise. Donc ça, c'est souvent associé avec la montée du populisme de droite. Mais parfois, c'est également combiné à des menaces de type plus néolibéral. Par exemple, en Australie, le fait de traiter les universités comme d'autres entreprises et de les gouverner comme telles, sans vraiment se faire référence aux valeurs universitaires et académiques. Lorsque je parle avec des universitaires dans le monde entier, presque tous reconnaissent une forme plus ou moins faible de cette attaque des universités. Et cela va soit à des attaques culturelles de la droite populiste, à des réglementations gouvernementales qui deviennent excessives, ou bien leur même gestion. Donc pour comprendre le lien entre les universités et les démocraties, il y a deux choses qui sont vraies. Les universités ont besoin des démocraties et l'inverse est vrai également. Et en mentionnant cela, j'espère vous convaincre que la liberté universitaire a une dimension constitutionnelle. En comprenant cela, nous pouvons voir ce qui est vraiment important dans ces débats. Tout d'abord, c'est important de dire que la liberté universitaire n'est pas un plaidoyer spécial.
C'est un principe qui protège le bien public dans l'avancement de la connaissance dans un gouvernement démocratique sain et fonctionnel. Deuxièmement, ce que les universités sont en quelque sorte des acteurs constitutionnels et donc les universitaires eux-mêmes sont des acteurs. Je ne fais pas de distinction nette entre les universitaires qui militent en faveur de la démocratie et les autres. Je ne veux pas dénigrer les universitaires qui travaillent dans un mode ouvertement activiste, ou au contraire, moi je crois qu'il y a une place très importante dans l'université pour un tel travail, tant qu'ils respectent les valeurs fondamentales. Mais j'insiste sur le fait que si nous travaillons de bonne foi, dans un esprit ouvert de recherche de la connaissance, nous sommes tous engagés dans le fait de fournir une infrastructure essentielle à la démocratie. Je ne veux pas non plus mettre l'accent sur notre statut de constitutionnaliste. Je suis d'ailleurs une admiratrice particulière d'un article récent de Liora Lazarus qui décrit les spécialistes du droit constitutionnel comme des acteurs constitutionnels. Mais à son contraire, je ne considère pas que notre travail soit d'une importance particulière pour le maintien de la démocratie. Bien sûr, notre sujet est très ouvert, notamment c'est très souvent la démocratie en elle-même. Mais il y a des moments où les menaces de la démocratie viendront attaquer les institutions ou d'attaques contre elles, de structures et des normes dont nous avons une connaissance particulière. Et dans ces circonstances, bien sûr, nous avons un rôle à jouer. Nous ne sommes pas les seuls chercheurs à étudier la démocratie. Il y a un éventail de disciplines qui s'y attellent, notamment, par exemple, des disciplines qui paraissent plus lointaines comme la psychologie cognitive ou les technologies de l'information. Mais les démocraties auront d'autres besoins à d'autres moments. Il y aura des moments où elles auront besoin de choses qui ne concernent pas les fondements constitutionnels ou leurs arrangements institutionnels, mais d'autres types de connaissances. Notamment le fait que les citoyens demandent au gouvernement d'être responsables. Donc cela fait partie d'un discours différent dont on a besoin avec, par exemple, les discours de philosophes. C'est difficile d'ignorer le rôle important des épidémiologistes, par exemple, pour fournir des informations essentielles et nécessaires aux citoyens pour demander des comptes à nos gouvernements pendant cette crise du Covid. Donc j'aimerais maintenant conclure. Les universités sont des institutions essentielles pour la démocratie et en tant que chercheurs, je pense que nous avons un intérêt et même une obligation morale envers le reste de la société à promouvoir une bonne compréhension de ces liens. Et en tant que chercheurs, nous n'avons que peu d'engagement substantiel en vertu de notre rôle de chercheur. Mais je pense que nous sommes engagés envers la démocratie et cet engagement envers la démocratie découle de notre engagement en tant que chercheurs. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Adrienne pour ces remarques très riches. Donc je fais attention à l'heure. Adrienne est d'accord pour répondre à quelques questions. Je vais peut-être vous en poser seulement 2 qui viennent du chat. La première, c'est si vous pensez donc votre thèse sur la liberté universitaire, est-ce qu'elle peut amener un débat sur les universités et la culture? Et est-ce que c'est une plateforme pour des intervenants divers, s'il y a une obligation sur les universités de permettre à d'autres personnes qui viennent de toute la spectre ou de tout le spectre politique de pouvoir parler et intervenir. C'est une question très large et je vais faire de mon mieux pour y répondre. Pour faire bref, ces questions sont très importantes, mais elles ne sont pas forcément liées à la liberté universitaire. La question de la liberté d'expression, pour faire bref, et je l'ai développé plus tôt, la liberté universitaire, ce sont des principes qui protègent la recherche à l'université. Donc l'université ne fait pas que cela. Il y a bien sûr un forum pour la politique également. Mais ça fait partie de la liberté d'expression. Donc qu'est-ce que nous faisons lorsque ces valeurs sont en conflit? En général, ces valeurs se soutiennent. Donc
Le fait d'avoir, une discussion ouverte, dans l'université soutient la recherche. Mais de temps en temps, je pense qu'il y a des moments où ce qui se passe dans la politique en général peut avoir un effet négatif par rapport à ce qui se passe dans l'université. Donc par exemple, cela pourrait, ébranler ou affaiblir, les standards universitaires ou l'idée même de la recherche, ou cela pourrait empêcher une partie de la communauté, ou pourrait rendre la recherche et l'enseignement difficiles. Je pense que la liberté universitaire doit, venir au premier plan avec des moyens qui, parfois, veulent dire qu'on ne va pas écouter tous les différentes opinions. Les universités ne sont pas seulement un forum pour l'exercice de la politique, du monde en général. Vous pouvez dire aux personnes, par exemple: «Oui, vous pouvez, protester, dans les rues, parler au parlement, mais nous sommes là dans notre communauté pour faire avancer la connaissance». Alors ça, c'est rare ces occasions, mais ça peut arriver. Et une autre, question pour vous qui est appropriée en tant que présidente, de l'AIDC, de voir comment est-ce que l'AIDC peut travailler pour renforcer, ce que les universitaires font. Je remercie, mon collègue Eva Brands pour cette provocation excellente. Alors ce que je veux dire, c'est je pense qu'à l'AIDC, nous soutenons la liberté universitaire et c'est de la manière dont nous organisons nos événements et nous insistons sur les standards universitaires et leur maintien. Et nous essayons également de soutenir ces universitaires qui sont attaqués. Mais mon discours, c'est que la liberté universitaire, bien sûr, est importante et qu'elle soutient la démocratie. Si nous devons faire quelque chose d'autre, j'aimerais recevoir plus de suggestions et je suis sûre qu'il y en aura beaucoup. On m'a dit que je pouvais, continuer 5 minutes de plus, donc je vais vous poser une autre question. Désolée, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, mais l'une de ces questions, c'est comment est-ce que vous établissez une limite? Par exemple, lorsque les chercheurs utilisent des versions, changées, modifiées, dans leurs recherches, comment est-ce que cela va avec la liberté universitaire? Alors je pense qu'il y a des limites où les chercheurs utilisent la liberté universitaire pour couvrir des choses qui ne sont pas des initiatives universitaires et nous devons être préparés à leur mentionner et à les arrêter dans ce cas-là. Donc, par exemple, lorsque nous parlons, de l'Holocauste, nous devons en parler de la manière dont ça a été fait. Mais je pense que, heu, c'est quelque chose que les disciplines en elles-mêmes doivent gérer. Donc récemment, par exemple, dans la cour la plus haute d'Australie, il y a eu donc une affaire par rapport à des scientifiques sur le climat et pour moi, en tant que chercheuse, je suis d'accord avec le consensus scientifique sur le climat. Mais je pense que lorsqu'il y a des débats, cela doit être discuté, un débat scientifique qui doit être discuté entre eux. Il y a une question très longue. Je vais essayer de résumer. Il voudrait comprendre l'argument de Mill, notamment sur votre opinion sur les objections par rapport à l'argument de Mills qui s'applique aux universités. Peut-être moins au discours public. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien résumé. Je suis en train de regarder cette question de James.
Je ne sais pas si j'ai la réponse la plus appropriée, mais ce que j'aimerais dire, la plupart des objections à 1000 qui sont mentionnées dans la sphère universitaire, parce que les pathologies de ces idées sont moins pertinentes dans les universités. Je pense que ce que vous essayez de me faire dire, c'est que si donc je vais essayer de résumer un petit peu. Si vous prenez cet argument, vous êtes engagé pour avoir une communauté universitaire qui est réellement qui a un esprit ouvert et la défense de la liberté universitaire est affaiblie si nous avons des universités qui ne sont pas inclusives et si nous avons si pour moi, l'engagement de la liberté universitaire, c'est un engagement éthique qui inclut des niveaux très élevés, d'engagement et également d'ouverture d'esprit. Je pense que nous allons y arriver beaucoup mieux dans une université que dans la société. Mais en effet, il y a une version de l'argument, dont je devrais peut-être parler plus. Donc tout ce qu'il reste à faire, c'est de vous remercier Adrienne, non seulement pour vos remarques, mais également pour votre vision exceptionnelle et pour, votre engagement pour, rendre ce forum possible. Vous m'avez poussé, moi et Jacqueline, heu, à faire de cet événement un succès et je pense que toutes les personnes qui ont participé pourront dire que c'était une initiative, excellente de votre part en tant que présidente de la IDC. Donc merci pour tout. Je vais insister que j'ai 1 minute pour dire que lorsque nous parlons de l'énergie et de la vision, je ne peux pas complimenter suffisamment Scott et Jacqueline parce qu'ils ont vraiment gardé, un axe très focalisé sur cet événement pour le rendre possible. Ils voulaient vraiment le faire. Ils ont montré des capacités, heu, excellentes pour organiser cet événement et donc je pense que tous les participants sont vraiment extrêmement reconnaissants. Merci pour ces standards très élevés que vous avez mis. Je suis sûre que ce genre d'événement pourra continuer. J'espère que nous pourrons, arriver à la hauteur de, l'événement que vous avez organisé, Scott et Jacqueline. Donc je serais ravie de vous revoir rapidement, si ce n'est pas lors du congrès à Johannesburg. Merci beaucoup à tous.